avez écrit beaucoup d'ouvrages ou collaboré à beaucoup d'ouvrages. Vous avez été le conseiller culturel de l'ambassade de France auprès du Saint-Siège il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années. Oui. Vous avez été directeur du Centre culturel Saint-Louis de France à Rome. Vous êtes membre d'honneur de l'Académie des Belles Lettres, rédacteur en chef de la revue Chrétien et Société, vous fûtes. Vous avez un cumul de médailles impressionnantes de la République française à l'Italie. Et vous avez été président de la Fondation Fourvière jusqu'à ce que vous deveniez l'homme du culte de Gérard Collomb. Ma première question, c'est comment est-ce qu'on laisse tomber la vie de chercheur, d'historien, de passeur, pour devenir adjoint, alors vous m'arrêtez si je me trompe, adjoint au patrimoine, au culte, aux anciens combattants, j'ai oublié quelque chose. Et à la mémoire. Et à la mémoire. Je suis un cumulard. Alors, comment on passe à l'action politique? Eh bien, l'action politique m'a toujours intéressé, je dois le dire. En tant qu'historien, d'historien de l'époque contemporaine, on ne peut pas se désintéresser de la société dans laquelle on vit. Je crois que lorsque l'on est amené à donner un cours, par exemple, sur les totalitarismes, sur toutes sortes d'événements du XXe siècle, car je me suis plutôt spécialisé sur le XXe siècle, on ne peut pas se désintéresser de la société et je dirais, de cette histoire qui pèse sur notre temps et la compréhension de notre temps que nous pouvons avoir grâce à l'histoire. Cela me paraît déterminant. Et puis, je dois ajouter que lorsque je suis devenu professeur à l'université, donc c'était en 1989, deviens professeur à l'université Lyon 3. Et l'année suivante, dès 1990, nous avons éclate l'affaire Notin et l'affaire du négationnisme à l'université, avec une présence d'ailleurs d'un certain nombre d'enseignants liés à l'extrême droite. Et ça aussi, on ne peut pas déconnecter de la réalité, de la réalité et je dirais de l'engagement politique au sens civique du terme. Si bien qu'il m'arrive de dire que mon engagement politique avec Gérard Collomb ne date pas de 2014, mais date de bien avant, et je dirais aussi pratiquement finalement de mon engagement pour la défense de la déontologie universitaire, de la vérité historique que j'ai dû assumer dans ma propre université en étant très minoritaire à l'époque. Contre le négationnisme. J'avais fondé une association réunissant un certain nombre d'enseignants qui a pris le nom de René Cassin afin de défendre cette position-là, cette position, je dirais, de la rigueur universitaire. Alors, position de la rigueur universitaire, compréhension du temps grâce à l'histoire, vous nous dites, Jean-Dominique Durand, ces phrases fortes. Aujourd'hui, l'antisémitisme monte malgré un espace d'éducation, de commémoration. Il y a quelques semaines, on commémorait Isieux et la rafle. Comment vous expliquez qu'on n'arrive pas à aller mieux dans ce pays vis-à-vis du racisme, la xénophobie, de l'antisémitisme? L'explication est évidemment très complexe à apporter. J'imagine qu'il y a des mélanges le poids de difficultés économiques, d'un chômage que nous n'arrivons pas à réduire réellement. Est-ce que c'est une excuse vraiment? Non, je ne parle pas d'excuses, vous m'avez demandé des explications. Oui, d'accord. Excusez-moi, Jean-Dominique.
Donc les explications, on peut les rechercher là, on peut les rechercher au niveau du conflit israélo-palestinien qui ne cesse de durer, de s'enfoncer dans le temps. Bientôt on pourra parler d'une guerre de 100 ans au Moyen-Orient. Ce ne sont effectivement que des explications partielles, certainement. Ce qui reste pour moi un grand scandale et un grand mystère en même temps. Vous savez, je suis très proche sur le plan des idées d'un grand philosophe catholique, Jacques Maritain, qui a été quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'antisémitisme et qui était très lié aux Juifs, très proche des Juifs et du monde juif. Il a écrit de très belles choses, et en particulier un ouvrage majeur dans les années 30, L'impossible antisémitisme. Eh bien, ça reste quand même à la fois pour moi aussi, donc à la fois un scandale et un mystère. Comment, pourquoi cet antisémitisme qui traverse les siècles, qui résiste à finalement à tous les régimes, à toutes les parties du monde, et même là où il n'y a pas de juifs, il y a des antisémites. Là, c'est une grande question. Jean-Dominique Durand, oui, vous pouvez. Encore, si on peut s'opposer à des personnes juives, qu'on ne les aime pas, etc., c'est déjà un petit peu bizarre, mais même dans les régions, dans les pays où il n'y a pas de juifs, il y a des antisémites. Voilà. Oui. Donc là, si vous voulez, l'historien est un petit peu démuni. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que la chrétienté, les textes sont dans l'inconscient des consciences? La chrétienté, effectivement, vous avez la théologie du peuple déicide qui est là et qui s'est transmise, mais là-dessus, les chrétiens eux-mêmes ont toujours été très partagés. Je viens de citer Maritain, je pourrais citer Emmanuel Mounier, d'innombrables autres philosophes et théologiens catholiques. On pourrait évoquer plus récemment le Concile de Vatican II qui a tordu le cou à cette théologie, le pape Jean-Paul II en particulier, le pape Jean-Paul II, qui était un ami des Juifs, qui connaissait bien le judaïsme, certainement le seul pape qui ait bien connu le judaïsme pour l'avoir vécu à côté de lui dans son enfance et dans sa jeunesse. Et le pape Jean-Paul II a dit clairement que les Juifs étaient les frères aînés des chrétiens. De l'Église. Donc les chrétiens sont issus du judaïsme. Jean-Dominique Durand, l'actualité nous rattrape. Alors, la semaine dernière, il y a eu un événement épouvantable, un événement dramatique, une stupéfaction totale. Le toit de Notre-Dame a flambé. La cathédrale de Notre-Dame, qui est le symbole vivant à la fois de la chrétienté bien sûr, mais du patrimoine français. On dit que la structure en pierre a été sauvée. La région, la ville de Paris, la filière du bois, LVMH sont en train de relever des fonds et il va y avoir un appel national. Je voulais vous poser une question, puisque vous êtes un historien. On dit que Notre-Dame était une gare après la Révolution française. Elle n'était pas qu'un bâtiment religieux. Non. La Notre-Dame de Paris, pendant la Révolution française, notamment dans la période de la Terreur, avait été transformée en temple de la raison. Comme d'ailleurs la plupart des cathédrales, des églises, y compris ici à Lyon. Mais je ne crois pas qu'elle ait jamais été de gare. Et comment se fait-il qu'elle ait été laissée comme ça en jachère, puisque Victor Hugo, à un moment donné, a dit maintenant, au 19e siècle, il faut la rénover? Non, elle a été rendue au culte catholique après la Révolution.
D'ailleurs, n'était pas du tout en jachère. On le voit bien à travers les images que l'on a, qui n'étaient pas des images télévisées, mais tout simplement des peintures avec Elle était en très bon état. Le couronnement De de Napoléon Ier. Il y avait certainement des travaux à réaliser, mais elle n'a jamais été abandonnée. Elle a été restaurée à la fin du 19e siècle par Viollet-le-Duc, qui a d'ailleurs mis en place des structures dont notamment la Grande Flèche, dont on a vu la chute la semaine dernière. Mais ça a été des rajouts qui ont d'ailleurs fait polémique pour beaucoup. Et du reste, ce qui s'est passé va peut-être permettre aux restaurateurs de réfléchir à une restauration du bâtiment en éliminant ce que le feu en ne remettant pas en place tout ce que le feu a détruit. Car ce qu'avait mis Viollet-le-Duc était on parle de la flèche, de cette oui, flèche. La flèche, ouais. Et puis d'autres éléments, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais d'autres éléments que Viollet-le-Duc a ajoutés